Par exemple, on dit souvent les réfugiés palestiniens, les pays arabes n'en veulent pas parce que ça déstabilise leur société. Je pense au cas égyptien, je pense au cas jordanien ou même au cas libanais. Et nous, pour autant, on est prêts à accueillir massivement, justement sans contrôle, des Gazaouis. Donc ça, c'est la première interrogation. Mais ce sujet-là, donc de ne pas faire ce que même des pays arabes font pour autant, on peut le dupliquer sur plein d'autres sujets, sur les questions liées au Moyen-Orient, par exemple, sur la question des frères musulmans. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi des pays arabes, aujourd'hui, comme la Jordanie, comme les Émirats ou comme l'Égypte déclarent les frères musulmans comme une organisation terroriste, alors que nous, aujourd'hui, alors qu'on sait très bien qu'il y a une menace maintenant qui a été documentée, cartographiée, on est incapable de prendre ce type de décision. De la même façon aussi, sur la question du Hamas, les pays arabes, donc l'Arabie Saoudite, etc., signent une charte, font une charte pour justement demander à ce que le Hamas dépose les armes. La France, de M. Barrot notamment, ne signe pas cette charte-là. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi la France, aujourd'hui, n'est pas en capacité de faire ce que même des pays arabes font sous prétexte de peur de quoi ? D'être taxé de raciste, d'être taxé d'islamophobe. À un moment donné, ça suffit, ce chantage moral que font certains dans notre pays et à l'étranger. Pour la France, normalement, la France devrait avoir un principe clair, c'est l'universalisme républicain. Et cet universalisme républicain doit nous conduire à ne pas accueillir des gens qui n'ont rien à faire aujourd'hui sur le sol français ou sur le sol européen, car ils n'en partagent pas les us et coutumes. Alors certains n'hésitent pas à parler de scandale, parce que vous en parlez. Et c'est surtout, ce sont des gens qui vont pratiquer l'inversion accusatoire. Notamment parce que, et ils reprennent notamment la théorie du choc des civilisations de Samuel Huntington, où vous savez, dans les années 90, Samuel Huntington fait cette théorie-là, justement, de confrontation entre les blocs de civilisation. Théorie qui va être reprise par les penseurs néo-conservateurs américains qui vont justifier les interventions américaines en Irak, en Afghanistan, etc. Et ça a été jugé par une partie du monde, et notamment des pays du Sud, comme étant une agression de l'Occident qui joue le choc des civilisations contre les pays arabo-musulmans. Le problème aujourd'hui, c'est que des gens ont suivi sur cette thèse-là, alors que depuis, notamment le 7 octobre, mais même depuis 2001, c'est quelque chose qui est différent qui se joue. C'est qu'aujourd'hui, ce sont plutôt les islamistes qui joue la guerre des civilisations. C'est l'islamisme ce sont les islamistes qui, on va dire, attaquent le modèle occidental pour ce qu'il est. Et c'est pour cela que les islamistes attaquent la France à travers le Bataclan, attaquent Israël à travers le 7 octobre. C'est ça aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'on a aujourd'hui des gens qui sont en responsabilité, qui considèrent toujours qu'on est sur l'ancien modèle ou l'ancien paradigme, que ce sont finalement la France, les États-Unis et Israël qui sont les agresseurs, alors qu'en réalité, depuis les années 2010, ce sont les agressés. Et c'est cela qui se joue. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas laisser un seul centimètre à ceux qui propagent cette idéologie de l'islamisme. Alors ça fait 10 minutes qu'on parle de cette affaire. J'ai hâte de savoir si effectivement, à partir du moment où on parle de cette affaire, je propose de continuer nos échanges sur Gérald Darmanin avec vous, Mathieu Hoc. Oui, c'est vrai que je suis d'accord avec ce qu'a dit André Vallini. Dans le point de vue politicienne, effectivement, les deux sont rivaux. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'ils sont aussi solidaires. Ils sont solidaires de l'alliance du socle commun, c'est-à-dire que si le socle commun coule, les deux coulent. Donc à un moment donné, il y a aussi cette équation-là. Après, sur le plan de la politique publique, effectivement, pour une fois, on a un ministre de l'Intérieur et un ministre de la Justice qui vont dans le même sens, alors que il y avait cette fameuse blague qu'on peut donner, c'était qu'à l'époque, on avait souvent un ministre de l'Intérieur qui interpellait les délinquants et un ministre de la Justice qui pensait davantage à les relâcher. Vous savez, moi je me souviens très bien du spectacle donné par M. Migaud et M. Retailleau à Marseille. Vous avez été réunis en disant, bon voilà, vous allez à Marseille tous les deux, vous faites la photo. Alors il y avait eu l'intervention, c'était dans notre émission, on l'a vécu ensemble, et puis l'après-midi, ils étaient chacun de leur côté. Donc voilà, là, vous avez raison, mon cher André, pour le moment, le duo fonctionne. Exactement. Ensuite, après, la question qui est posée, si on prend les questions migratoires, les questions liées au narcotrafic, etc., c'est que sur l'ensemble de ces sujets, c'est la question de l'impuissance publique. C'est vraiment ça le point cardinal que les Français reprochent aujourd'hui à l'action de l'État depuis plusieurs décennies. Parce que l'État s'est rendu impuissant d'une certaine façon pour plein de raisons. Rachel a raison de dire qu'il y a effectivement la pression de l'opinion publique. Pardon. Alors, je vous interromps parce que François Bayrou prend la parole. Pardonnez-moi, François Bayrou s'exprime. Et lui, on est trop loin, là. Peut-être quelqu'un va pouvoir prendre la perche. Même beaucoup de Juifs aujourd'hui, de plus en plus en tout cas, préfèrent quitter la France et l'Europe pour aller en Israël, qui est pourtant un pays
en guerre. Donc ça, c'est quand même un autre sujet. Mais effectivement, pour illustrer un peu les propos qui ont été tenus, sur des chiffres notamment, c'est important de le dire, parce qu'effectivement, vous avez raison de rappeler que l'antisémitisme progresse partout en Europe de manière spectaculaire, environ entre 300 et 500% selon les pays d'augmentation d'actes antisémites par an, et que l'Espagne est en tête de ces pays-là avec plus 561% d'augmentation d'actes antisémites par an depuis le 7 octobre. Et donc, c'est un chiffre qui interroge. Et surtout, ça interroge d'autant plus lorsque, par exemple, c'était un rapport, la FCJE, donc c'est l'équivalent, parce que nous, on a travaillé sur les questions d'antisémitisme, on a regardé un petit peu les chiffres, parce que bon, même si ça déshumanise un peu la question, je trouve que c'est important pour donner des repères. La FCJE, en gros, c'est l'équivalent à plus ou moins du CRIF en France, avait commandé une étude, et il s'avère que sur les contenus en ligne, uniquement sur les contenus en ligne, 57% des contenus en ligne antisémites n'ont pas été retiré par le gouvernement espagnol. Il n'y a pas eu d'effet du gouvernement espagnol de pression pour faire fermer ces contenus sur les réseaux sociaux ou en ligne. Donc ça interroge aujourd'hui sur la position politique de ce gouvernement. Ensuite, après, plus généralement, on constate bien de plus en plus, et je rejoins ce qu'a dit Noémie très justement, qu'il y a une corrélation aujourd'hui très nette entre antisémitisme et antisionisme, puisque de toute façon, les actes antisémites progressent et explosent depuis le 7 octobre, et que dans nos calculs, sur la base des chiffres du ministère de l'Intérieur, ils sont rattachés directement, je ne parle même pas de faits indirects, à plus de 50% au conflit au Proche-Orient, et qu'aujourd'hui, ça pose la question de qui est antisémite dans notre pays. Mais le problème, c'est que cette réponse-là avait déjà été apportée par certaines personnes. Je me souviens de Georges Bensoussan, qui au début des années 2000 alertait déjà sur le phénomène de montée de l'antisémitisme dans ce qu'il a appelé les territoires perdus de la République. Ça, c'est un ouvrage qui date du début des années 2000. On a perdu 20 ans, 25 ans en éludant cette question-là, parce qu'une partie des gens ont considéré, malheureusement, que l'on ne pouvait pas être antisémite si on était issu de certaines minorités, par exemple. Et c'est, je pense, l'un des vrais problèmes aujourd'hui qui a fait qu'on a laissé prospérer un antisémitisme latent qui a explosé avec la question israélo-palestinienne depuis le 7 octobre. Alors, conséquence de etc. Et puis même plus globalement, si on prend du recul, depuis la Seconde Guerre du Congo, donc 98-2002, c'est près de 6 millions de personnes ressortissantes du Congo qui sont morts dans l'Est, donc au nord-est du Congo, donc au nord Kivu. Et pardonnez-moi cette réflexion un peu personnelle, mais c'est assez insupportable de voir toujours les mêmes s'indigner sur certains sujets, notamment et parfois, évidemment sur la Palestine, etc., parce qu'ils ont une solidarité soit musulmane, soit parce qu'ils sont ils sont maghrébins, etc., et qui se sentent une solidarité avec les Gazaouis, et qui ensuite après demandent à la terre entière d'être solidaire de Gaza, et qui pour d'autres conflits, je parle que pour mon propre cas, d'autres conflits n'ont jamais un seul mot pour le Darfour, pour ce qui se passe au nord-est Kivu, au Congo, ce qui s'est passé au Rwanda, etc. Ces gens-là ne disent jamais rien, et par contre, ils demandent à la terre entière d'être solidaires d'eux-mêmes. À titre personnel, pour moi qui ai des origines de ce pays-là, notamment, je trouve que c'est inadmissible et ça ne donne pas envie d'être en soutien de leur cause, dans la mesure où eux-mêmes n'appliquent pas les grands principes humanistes qu'ils prétendent incarner.